L'or change de camp et les règles du jeu basculent d'un seul coup. Au Burkina Faso, les contrats miniers sont réécrits. Des audits mettent au jour des écarts et l'État annonce 18 milliards de dollars de recettes dans un secteur que les marchés craignaient de voir se gripper. Le plus déroutant, c'est que la production ne s'effondre pas. D'abord stable, puis revendiquée en hausse, comme si la réforme révélait ce qui était déjà là, plutôt que de créer un miracle. Sous Ibrahim Traoré, la question devient: cette souveraineté mesurée tiendra quand viendront les tests de durée, de droit et de confiance? Cette séquence promet une chose: dépasser les annonces et entrer dans les mécanismes. L'intérêt pour le lecteur est clair et comprendre ce que ces décisions changent réellement pour les citoyens, les investisseurs et l'équilibre régional. Au cœur du sujet se trouve un test de crédibilité étatique, plus qu'une victoire comptable Ongadjilial ou un geste idéologique. Sous Ibrahim Traoré, la réforme de l'or n'est pas présentée comme une rupture brutale, mais comme une reprise progressive du contrôle par des outils administratifs et comptables. L'enjeu est de savoir si un État peut corriger des déséquilibres anciens sans provoquer de choc économique immédiat. D'un côté, des recettes inédites, des audits renforcés et un discours de transparence assumé. De l'autre, des risques, incertitudes juridiques, dépendance à un secteur unique et pression des marchés internationaux. Ce qui est en jeu dépasse le secteur minier, lui. Il s'agit de déterminer si la souveraineté économique peut devenir une pratique mesurable et non un simple slogan politique. 10 milliards de dollars annoncés en une seule année sans chute immédiate de la production. Ce chiffre sert de mini parce qu'il concentre l'essentiel du basculement engagé sous Ibrahim Traoré, non comme un boom soudain, mais comme une correction d'écarts longtemps invisibles. L'or, ici, n'est pas seulement extrait différemment, il est compté autrement et cette différence change la lecture de toute la séquence. Pour comprendre ce point, il faut revenir au cadre antérieur. Pendant des décennies, le secteur aurifère burkinabé suivait une trajectoire presque mécanique. Les concessions étaient attribuées à des entreprises étrangères. L'or était exporté massivement et les retombées locales restaient limitées. L'État se plaçait en position secondaire, dépendant de mécanismes fiscaux complexes et peu lisibles. La souveraineté économique existait davantage dans le discours que dans les comptes publics. La rupture ne s'est pas faite par un choc spectaculaire. Elle s'est construite par une série de décisions administratives et comptables, discrètes mais cumulatives. Des audits systématiques ont été lancés pour examiner les volumes déclarés, les coûts d'exploitation et les régimes fiscaux. Ces vérifications ont mis en lumière des sous et des coûts artificiellement gonflés, ouvrant la voie à la récupération d'arriérés fiscaux présentés comme le produit d'années de pertes. Dans cette logique, l'or cesse d'être un simple produit d'exportation pour devenir un instrument de contrôle et de négociation. Les autorités décrivent cette méthode comme une arithmétique: compter d'abord ce qui existe réellement, puis rediscuter les partenariats. Le contexte régional du Sahel rend cette approche plus risquée, mais aussi plus stratégique, tant les attentes sociales et les pressions sécuritaires sont élevées. Le mini n'est donc pas uniquement le montant annoncé. Il réside dans le déplacement du regard d'un secteur jugé figé vers un champ d'action redevenu mesurable, où l'État cherche à redevenir arbitre plutôt que spectateur. Le premier personnage qui permet de lire ce basculement n'est pas un individu isolé, mais l'administration, elle, longtemps perçue comme faible face aux multinationales. Après la nationalisation partielle de certaines mines, des équipes locales sont mandatées pour examiner concessions, volumes déclarés et régimes fiscaux. Leur mission n'est pas de produire davantage, mais de vérifier
comparer et corriger. Le changement initial se lit moins dans les tonnages que dans la posture adoptée. L'État s'affirme progressivement comme arbitre actif capable de demander des comptes et d'en tirer des conséquences mesurables. Cette évolution reste discrète, mais elle modifie le centre de gravité du secteur. Sous Ibrahim Traoré, la crédibilité recherchée passe d'abord par l'exercice du contrôle plutôt que par l'annonce de grandes ruptures idéologiques. Un second repère apparaît sur le terrain, dans des zones rurales où des projets miniers de plus petite échelle sont mis en avant. Soutenues par l'État, ces exploitations n'ont pas vocation à rivaliser avec l'industrie lourde. Elles servent plutôt de relais locaux, associant extraction, emploi et recettes fiscales identifiables. Les autorités les présentent comme des vitrines d'un lien plus direct entre ressources naturelles et services publics. Les résultats demeurent modestes et encore fragmentaires. Pourtant, ils offrent des signaux précoces d'une redistribution plus visible et d'un État qui cherche à rendre son action lisible. L'impact immédiat n'est pas une transformation structurelle achevée, mais un déplacement. La souveraineté commence à se lire dans des pratiques concrètes plutôt que dans des intentions abstraites. Sauf quand la posture change, les chiffres cessent d'être invisibles. Avant le basculement, la séquence semblait figée. L'or quittait le pays selon des contrats établis depuis des années. Les flux financiers étaient prévisibles et les retombées publiques restaient limitées. La dépendance aux acteurs extérieurs structurait l'ensemble du dispositif au point de rendre toute remise en cause coûteuse et risquée. Dans ce cadre, la souveraineté économique demeurait un objectif lointain, souvent invoqué mais rarement mesuré. Le déclenchement intervient avec une décision politique assumée. Sous Ibrahim Traoré, l'État annonce une nationalisation partielle de certaines mines d'or. Le geste est présenté non comme une fermeture idéologique, mais comme une rupture de méthode. Il ne s'agit pas d'exclure les partenaires étrangers, mais de reprendre une part du contrôle et de renégocier des termes jugés déséquilibrés. Ce changement de ton modifie immédiatement la lecture du secteur. L'accélération suit rapidement. Des audits nationaux des concessions minières sont lancés, ciblant les volumes déclarés, les coûts d'exploitation et les régimes fiscaux appliqués. Ces audits agissent comme un projecteur sur des pratiques longtemps considérées comme opaques. Des sous sont mis en évidence, des coûts excessifs sont questionnés et des arriérés fiscaux sont identifiés. La dynamique cesse d'être purement administrative pour devenir financière et politique. Le point culminant arrive avec l'annonce d'un chiffre record. L'État affirme avoir récupéré des milliards de dollars de recettes jusque perdues, culminant avec l'annonce de 18 milliards de dollars issus des exportations d'or sur une seule année. Ce montant est utilisé comme preuve d'un basculement réussi. Il sert à renforcer la légitimité interne de la réforme et à envoyer un message externe au marché et aux partenaires. Les règles changent, mais le secteur tient. Les réactions ne se font pas attendre. Certains analystes évoquent un risque de désinvestissement et une montée de l'incertitude juridique. D'autres soulignent la portée symbolique d'un État capable d'imposer de nouvelles règles sans effondrement immédiat de l'activité. Face aux critiques, les autorités insistent sur un élément: la production ne s'est pas effondrée. Elle est d'abord présentée comme stable, puis annoncée en hausse l'année suivante, contredisant les scénarios les plus pessimistes. Dans le même mouvement, le discours se déplace vers l'usage des recettes. Les fonds récupérés sont associés au financement d'infrastructures, notamment dans la santé et l'éducation. Dans certaines zones rurales, des projets miniers de plus petite échelle sont mis en avant comme créateurs d'emplois et comme symbole d'un lien plus direct entre extraction et développement local. Ces initiatives restent limitées, mais elles alimentent l'idée d'une redistribution plus visible. La ligne des événements forme ainsi
une séquence décisions politiques, mesures techniques, chiffres emblématiques, puis efforts de consolidation. Sous Ibrahim Traoré, cette chronologie alimente un récit de reprise en main progressive. Elle renforce l'autorité publique tout en laissant intactes des fragilités profondes, notamment la dépendance à un secteur unique. Le sens immédiat est un signal politique devient mesurable. La question reste, ce signal peut durer au-delà de l'effet d'annonce. La base redoutée par les marchés était une nationalisation partielle devait entraîner une chute de la production et un assèchement des recettes. Le delta annoncé inverse ce scénario avec des recettes d'exportation de l'or présentées à 18 milliards de dollars sur une année, alors même que l'activité déclarée ne s'est pas effondrée. Sous Ibrahim Traoré, cette comparaison avant devient l'argument central de la réforme. Le premier indicateur mobilisé est celui des recettes. Le montant avancé est décrit comme inédit pour le pays. Les autorités insistent sur un point, il ne s'agit pas uniquement d'un effet conjoncturel lié aux cours mondiaux, mais du résultat combiné de révisions contractuelles, d'audits fiscaux et d'une traçabilité accrue. L'idée défendue est que compter différemment a révélé des écarts accumulés sur plusieurs années. Les arriérés fiscaux récupérés sont ainsi intégrés au récit comme une correction de pertes passées plutôt que comme une création soudaine de richesses. Le deuxième indicateur concerne la production physique. La crainte initiale portait sur un recul marqué après la reprise partielle du contrôle par l'État. Or, la production est d'abord présentée comme stable avant d'être annoncée en hausse l'année suivante, atteignant 70 tonnes, soit une progression de plus de 120% par rapport à l'exercice précédent. L'interprétation officielle est cette hausse reflèterait moins une expansion rapide des capacités qu'une réduction des sous antérieures. Dans ce cadre, la stabilité initiale est déjà considérée comme un succès compte tenu des incertitudes politiques et sécuritaires. Le troisième indicateur touche à l'allocation interne des ressources. Avant la réforme, le financement des infrastructures reposait fortement sur l'aide extérieure. Le delta mis en avant est une augmentation d'environ 15% des investissements locaux, évoqués par les autorités monétaires. Cette évolution est présentée comme le signe d'une redirection partielle des revenus miniers vers des circuits nationaux, notamment la santé, l'éducation et certaines infrastructures de base. Ici, la preuve reste partielle, mais elle complète l'argument selon lequel la réforme ne se limite pas à la collecte. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une trajectoire meilleure captation de la valeur, absence de choc immédiat sur la production et amorce d'une redistribution interne. Sous Ibrahim Traoré, les chiffres deviennent des instruments politiques autant que des données économiques. Ils servent à démontrer que la souveraineté peut être mesurée par des écarts observables entre un avant et un après, et non par de simples déclarations. La fragilité demeure toutefois évidente. Ces données sont récentes et nécessitent une consolidation dans le temps. Le débat ne porte donc pas seulement sur leur niveau, mais sur leur capacité à résister aux pressions extérieures et aux cycles conjoncturels. Les chiffres convainquent un instant, leur répétition conditionnera la crédibilité durable du modèle. Les critiques du modèle avancent d'abord un argument central lié à l'investissement étranger. Selon eux, la nationalisation partielle des mines et la réécriture des contrats introduisent une incertitude juridique durable. Dans un secteur qui exige des capitaux lourds et des horizons longs, cette instabilité serait suffisante pour détourner les multinationales. Certains flux d'investissement en repli sont cités comme signaux d'alerte, suggérant que la confiance des marchés dépend avant tout de la stabilité des règles existantes. Un second argument porte sur les capacités internes de l'État. Les opposants estiment que la gestion d'un secteur minier complexe requiert des compétences techniques, financières et juridiques élevées. Dans cette lecture,
L'administration burkinabé manquerait encore de l'expertise nécessaire pour superviser efficacement des opérations de grande ampleur. Le risque évoqué est mauvaise allocation des ressources et politisation des décisions. Reprendre le contrôle sans appareil administratif robuste pourrait, selon eux, accroître les vulnérabilités d'un environnement déjà soumis à des tensions sécuritaires. Ces deux objections méritent d'être prises au sérieux, car elles soulignent des fragilités réelles. La réponse avancée par les autorités s'appuie cependant sur les premiers résultats de la réforme. Concernant l'investissement, elle souligne que la récupération d'arriérés fiscaux et l'amélioration de la captation de valeur ont permis de dégager des recettes records malgré un contexte d'attentisme de certains acteurs étrangers. L'argument est que la dépendance excessive à l'investissement extérieur constituait déjà une faiblesse structurelle. Sur la question des capacités, les audits sont présentés comme une preuve d'apprentissage institutionnel en cours. Ils ont permis d'identifier des pratiques de sous et de corriger des mécanismes opaques longtemps tolérés. L'idée défendue est que la compétence administrative se construit par l'exercice du contrôle, non par sa délégation permanente. Sous Ibrahim Traoré, cette phase est assumée comme une transition, avec des coûts à court terme, mais des gains potentiels de crédibilité à long terme. Le cœur du débat ne se situe donc pas entre efficacité et idéologie. Il oppose deux conceptions du risque: accepter une transition contrôlée et incertaine, ou maintenir un modèle perçu comme stable mais structurellement déséquilibré. Ce basculement marque un changement de nature dans la réforme. Jusqu'ici, les débats portaient sur des audits, des contrats et des montants. À ce stade, les résultats annoncés cessent d'être seulement nationaux pour devenir observables haut des frontières. Sous Ibrahim Traoré, les chiffres ne sont plus présentés comme une exception locale, mais comme les éléments d'une méthode cohérente susceptible d'être lue et évaluée par d'autres. La nationalisation partielle, la récupération d'arriérés fiscaux et la stabilité de la production forment désormais un ensemble lisible. Pris séparément, chacun de ces éléments pourrait être interprété comme conjoncturel. Ensemble, ils composent un message: un État peut modifier les règles sans provoquer un effondrement immédiat du secteur stratégique concerné. Ce glissement est discret, mais il change la portée politique de la réforme. Dans le contexte du Sahel, ce signal est particulièrement sensible. Plusieurs pays partagent des structures économiques proches, une dépendance aux ressources naturelles et des marges budgétaires limitées. L'expérience burkinabé commence alors à être observée non comme une anomalie, mais comme une option politique parmi d'autres. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu dépasse donc la gestion de l'or. Il s'agit de montrer qu'une souveraineté économique peut être rendue visible, mesurable et potentiellement reproductible. À partir de ce point, les effets ne se jugent plus seulement en chiffres, mais en conséquences concrètes. Les effets de la réforme se lisent différemment selon les acteurs concernés, et c'est dans cette diversité que se mesure sa portée réelle. Pour l'État, la conséquence immédiate est à la fois budgétaire et symbolique. Les recettes annoncées, culminant à 18 milliards de dollars sur une année, sont présentées comme un tournant dans la capacité de financement public. Elles servent à réduire certaines tensions budgétaires et à renforcer l'autorité administrative. Sous Ibrahim Traoré, l'État se met en scène comme gestionnaire actif, capable de transformer une ressource naturelle en instrument de politique publique. Cette posture renforce la légitimité interne, mais elle accroît aussi l'exposition aux attentes de résultats durables. Pour les entreprises, l'impact est plus contrasté. Les multinationales minières évoluent désormais dans un cadre plus contraignant, marqué par des audits systématiques et une renégociation des règles. Certaines y voient une source d'incertitude juridique et de coûts supplémentaires. D'autres
au contraire, interprètent cette clarification tardive comme une normalisation des pratiques. En parallèle, des acteurs économiques locaux et régionaux gagnent en visibilité. Ils sont présentés comme des partenaires potentiels dans un modèle où la rentabilité s'accompagne d'exigences accrues de transparence. Ce rééquilibrage ne signifie pas la disparition du capital étranger, mais une redéfinition progressive des rapports de force économiques. Pour les citoyens, les conséquences sont moins immédiates mais potentiellement plus sensibles à moyen terme. Les autorités lient explicitement la récupération d'arriérés fiscaux et l'augmentation des recettes minières au financement de services du public. Santé, éducation et infrastructures sont régulièrement cités comme bénéficiaires prioritaires. Dans certaines zones rurales, des projets miniers de plus petite échelle sont associés à la création d'emplois et à une dynamique locale accrue. Ces bénéfices restent toutefois inégaux et dépendent de la capacité de l'État à transformer des flux financiers en amélioration visible du quotidien. L'écart entre promesses et perception demeure une variable décisive. À l'échelle régionale, enfin, l'impact dépasse le cadre national. Le Burkina Faso devient un point de référence dans un Sahel en quête de modèles alternatifs. Le Mali et le Niger observent attentivement cette expérience, y voyant la possibilité d'une reprise collective du contrôle des ressources. Cette émulation potentielle nourrit à la fois l'espoir d'un renforcement régional et la crainte de tensions accrues avec certains partenaires internationaux. Sous Ibrahim Traoré, l'or cesse ainsi d'être seulement une source de revenus. Il devient un vecteur de redistribution, de crédibilité et de projection géopolitique. Ces conséquences concrètes donnent chair aux chiffres, mais elles posent une question: jusqu'où ce nouvel équilibre peut être soutenu sans créer de déséquilibre nouveau? À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, trois trajectoires plausibles se dessinent. Elles ne cherchent pas à prédire l'avenir, mais à cadrer des choix et des risques en fonction de conditions observables. Le point commun est: la cohérence d'exécution pèsera davantage que les annonces. Scénario de base. La dynamique actuelle se stabilise sans accélération majeure. Les réformes engagées se poursuivent à un rythme administratif régulier. Les recettes issues de l'or demeurent élevées sans atteindre de nouveaux records, tandis que la production se maintient à un niveau proche de celui annoncé. Les audits deviennent routiniers et la renégociation des contrats s'institutionnalise. Les relations avec les investisseurs étrangers restent prudentes, parfois tendues, mais fonctionnelles. Dans ce cadre, l'État consolide ses acquis sans transformer en profondeur la structure économique. La souveraineté s'installe comme un nouvel équilibre, ni triomphal ni déstabilisant. Scénario optimiste. La crédibilité des chiffres se renforce par leur répétition et leur traçabilité. La production continue de progresser et les revenus miniers alimentent plus largement les investissements publics. Les infrastructures, notamment dans la santé et l'éducation, deviennent des vitrines visibles de la redistribution. Les partenariats se diversifient avec un poids accru d'acteurs régionaux, tandis que les exigences de transparence améliorent la lisibilité du cadre économique. Dans cette hypothèse, la souveraineté cesse d'être perçue comme un facteur de risque et devient un argument d'attractivité. La condition clé reste la conversion des recettes en résultats tangibles et mesurables. Scénario pessimiste. Des pressions géopolitiques, des sanctions ou un durcissement des relations financières freinent les flux d'investissement et compliquent les opérations. La production est affectée, les recettes deviennent volatiles et la réforme est accusée d'avoir accru la vulnérabilité économique. Si ces contraintes se prolongent, une tentation de réajustement rapide, voire de compromis défensif peut émerger,
au détriment de la cohérence initiale. La recommandation centrale est intellectuelle avant d'être technique. Penser en conditions plutôt qu'en certitude permet d'évaluer les choix sans les figer. La variable décisive demeure le ce qui est fait, répété et vérifiable. À ce stade, la réforme cesse d'être abstraite et commence à toucher des cercles sociaux précis, chacun avec des attentes distinctes et des marges de manœuvre inégales. Un premier groupe concerne les travailleurs des zones rurales liées à l'exploitation minière. Pour eux, l'enjeu principal est l'emploi et la stabilité des revenus. Les projets soutenus par l'État et la mise en avant d'exploitations de plus petite échelle sont présentés comme des opportunités nouvelles, là où les grandes opérations industrielles laissaient peu de retombées visibles. Si ces initiatives se maintiennent, elles peuvent offrir des perspectives locales plus durables. Leur fragilité reste toutefois forte, dépendante de la sécurité et de la continuité des financements. Un deuxième groupe rassemble les entrepreneurs, cadres et agents du secteur public. Pour eux, la réforme est d'abord une question de règles. La multiplication des audits et la clarification des cadres fiscaux modifient des habitudes anciennes. Certains y perçoivent une contrainte supplémentaire, d'autres une amélioration de la lisibilité économique. Dans cette optique, la crédibilité de l'État devient déterminante. Si les règles sont appliquées de manière cohérente, la prévisibilité peut progressivement remplacer la méfiance, condition essentielle pour des décisions d'investissement à moyen terme. Un troisième groupe, plus large, regroupe les citoyens urbains et les jeunes. L'impact est ici largement symbolique. Le discours sur la récupération des ressources nourrit une attente de justice économique et de dignité nationale. L'or devient un marqueur de souveraineté. Mais cette dimension symbolique appelle des preuves concrètes. Sans amélioration perceptible des services publics, le récit risque de perdre de sa force mobilisatrice. À l'échelle individuelle, l'espace d'action reste limité, mais s'informer, suivre l'usage des recettes publiques et soutenir des initiatives locales constituent des leviers modestes mais cumulables. Pour que la réforme dépasse l'impulsion initiale, une séquence opérationnelle claire est mise en avant, articulée autour de responsabilités identifiées et d'indicateurs mesurables. La première étape consiste à consolider durablement le contrôle. Les audits miniers doivent devenir réguliers et prévisibles, avec des équipes dédiées et des calendriers publics. L'objectif est d'éviter le retour des sous et d'inscrire la transparence dans une routine administrative. Sous Ibrahim Traoré, cette phase est présentée comme la condition minimale de toute crédibilité future. La deuxième étape porte sur l'allocation des revenus. Les recettes issues de l'or sont censées être fléchées vers des postes précis, notamment la santé, l'éducation et les infrastructures. Cette orientation suppose des mécanismes de suivi budgétaire clairs et accessibles. Le critère de réussite ne se limite pas au montant collecté, mais à la traçabilité entre recettes minières et projets effectivement livrés. C'est sur ce lien que se jouera la perception publique de la réforme. La troisième étape concerne le renforcement des capacités internes. La gestion d'un secteur minier complexe exige des compétences techniques, juridiques et financières solides. La feuille de route prévoit donc la formation continue des agents publics et la stabilisation des équipes administratives. Ici, la mesure du succès repose sur la continuité et la montée progressive en expertise locale, plutôt que sur des résultats immédiats spectaculaires. Vient ensuite l'élargissement encadré des partenariats. Sans renoncer au contrôle, l'État cherche à diversifier ses alliances en donnant plus de place aux acteurs locaux et régionaux. Cette ouverture vise à réduire la dépendance à un nombre restreint de multinationales tout en maintenant des exigences élevées de transparence. Enfin, la réforme doit survivre au temps politique.
Transformer une décision de rupture en norme administrative demeure l'épreuve décisive. La boucle se referme sur les mêmes lieux évoqués, plus les concessions auditées, les chiffres recomptés, les sites miniers longtemps perçus comme lointains. Ces espaces, autrefois abstraits, deviennent des repères concrets d'un changement de posture. Ils incarnent la promesse initiale, suggérant qu'une ressource invisible peut devenir une fondation politique tangible. Sous Ibrahim Traoré, cette transformation n'est pas racontée comme une victoire définitive, mais comme un déplacement durable du regard porté sur l'économie nationale. Le motif revient sans emphase. L'or n'est plus seulement évalué à l'export, ni réduit à une ligne comptable. Il est intégré dans un récit de capacité d'action, de responsabilité publique et de contrôle assumé. Cette narration explique pourquoi les chiffres, même impressionnants, ne suffisent pas à eux seuls. Ils doivent s'ancrer dans des routines compréhensibles, observables et répétables pour conserver leur force. L'émotion naît précisément de cette tension. D'un côté, l'espoir d'un État capable de reprendre la main sur son destin économique. De l'autre, la conscience que cette reprise reste fragile, exposée aux pressions extérieures et aux limites internes. Rien n'est présenté comme irréversible. Tout dépend de la constance entre méthode, résultat et attente sociale. Phrase. La souveraineté se construit, elle ne se proclame pas. Ce rappel n'appelle pas l'adhésion immédiate. Il invite à une attention soutenue, à l'observation patiente d'une pratique en devenir plutôt qu'à la célébration d'un moment. Cette trajectoire ne demande ni adhésion immédiate ni rejet réflexe. Elle invite plutôt à une vigilance active fondée sur l'observation des faits et la comparaison dans le temps. Le cas burkinabé dépasse le secteur minier. Il interroge la manière dont une société juge la légitimité de ses choix économiques et la patience qu'elle accorde aux transformations structurelles. Sous Ibrahim Traoré, la réforme de l'or devient ainsi un laboratoire politique exposé, critiquable et perfectible. Suivre cette expérience, c'est accepter une part d'incertitude. Les chiffres peuvent convaincre un temps, les récits peuvent mobiliser, mais seuls des résultats répétés et visibles ancrent la confiance. Transparence réelle, usage traçable des recettes, amélioration perceptible des services, ce sont ces signaux concrets qui permettront d'évaluer la cohérence du modèle dans la durée. À ce stade, le débat ne se ferme pas. Il commence à mesure que les effets se déploient et que les contraintes s'affirment. L'enjeu dépasse une réussite nationale ou un échec isolé. Il touche à la possibilité même de concilier souveraineté économique, stabilité et crédibilité dans des environnements contraints. La question reste donc ouverte et elle concerne bien au du Burkina. Ce type de modèle peut s'inscrire dans la durée sans perdre sa cohérence face aux pressions économiques et géopolitiques